Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette soirée Unipop, une soirée exceptionnelle. Et nous sommes en compagnie, vous le savez, avec d'autres publics, d'autres salles de cinéma. Et je tiens à les saluer pour ouvrir cette soirée. Donc nous sommes avec les spectateurs du Saint-Exupéry à Marignane, de l'Eldorado à Saint-Pierre-d'Oléron, du Club à La Roche-Chalais, du cinéma VO à Muret, à côté de Toulouse, du cinéma VO Grand Lumière à Saint-Chamond, à côté de Saint-Étienne, de la Strada à Decazeville, de l'Éden à Pauillac, de l'Éden à Montségur, des Lumières de la Ville à Rumilly, du César à Apt, du cinéma de Jancet, des Nouveaux Bleus de Beaumont de Lomagne, du Rex à Montbrison, du Beldon à Allevard, du Familia à Jonzac et enfin du Clair Cinéma à Thiviers. Bonsoir à tous. Alors, je suis doublement ou triplement ravi parce que, à la fois, on a la chance de vous présenter en avant-première un documentaire qu'on apprécie beaucoup, autant au moins que leurs auteurs, que je vais inviter à nous rejoindre, à me rejoindre. Donc, Yves Joland, réalisateur du film, et Vincent Josse, co-auteur du film. On est vraiment ravis de se retrouver tous les trois. Alors, vous avez sans doute vu le programme. Au départ, il devait y avoir Patrick Rothman avec nous, qui est lui aussi réalisateur, mais qui est aussi écrivain, auteur, et qui vient de publier un livre consacré à l'amitié entre Georges Samproun et Yves Montand. Malheureusement, Patrick Rothman ne peut pas être avec nous ce soir, nous en sommes vraiment désolés. On évoquera malgré tout son livre, Ivo et Jorge, mais voilà, il est vraiment désolé, il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Alors, je vais présenter nos invités, même si vous les connaissez déjà très très bien. Alors, Yves Joland, c'est vraiment à la fois un habitué et un ami du cinéma Jean Eustache, du Festival du film d'histoire. Il a déjà derrière lui une longue carrière de documentariste, avec notamment des films consacrés à l'histoire, à la politique, que vous avez pu voir à Pessac, je pense à Paris à tout prix, je pense à Comme un juif en France, à Un village en campagne, au Président, film consacré à Georges Frêche sorti en salle de cinéma, à Un temps de président, voilà, on pourrait en citer encore beaucoup. Et puis Yves Joland a également consacré des films à la chanson, et je pense à Il est minuit, Paris s'éveille, qui avait clôturé le Festival du film d'histoire dans une séance mémorable. Voilà, c'est un film merveilleux sur la chanson des années 40, 50, 60, chanson française. Et puis, depuis quelques années maintenant, Yves Joland consacre une partie de ses films au cinéma, avec un portrait de Michel Piccoli, un portrait de Jean Gabin et de Charles Chaplin que nous avons eu le plaisir de faire ensemble. Et puis ce soir, il nous propose un film qui rassemble l'histoire, le cinéma et la chanson. Donc Yves Montand. On va en parler tout de suite. Et nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Josse, dont vous connaissez sans aucun doute la voix, puisque notamment, non seulement il est co-auteur du film, mais il est journaliste à France Inter et producteur de l'émission Le Grand Atelier, le dimanche après-midi de 15h à 17h. Et il a un énorme point commun avec Yves Joland, c'est qu'il est aussi fan de Yves Montand, et c'est pour ça qu'il est là. Voilà, donc un petit mot de présentation, on aura tout le temps de discuter avec bien sûr avec les spectateurs des autres salles qui pourront envoyer des questions, des remarques, des réactions par SMS. Mais peut-être déjà, voilà, Yves Montand. Alors on sait, pour les spectateurs habitués des films de Yves Joland, qu'il y a souvent une chanson, une apparition d'Yves Montand, mais on attendait le film sur Yves Montand. Donc comment tout ça s'est cristallisé, peut-être? C'est en fait ce que j'allais dire. Bonsoir et merci à vous tous ici à Pessac et dans les autres villes, dans les autres cinémas, de nous accueillir, que ce soit ici ou à distance.
Oui, effectivement, François, tu as égrené quelques-uns de mes films, et dans, pas tous, mais beaucoup, presque tous, j'ai essayé de faire une place à Yves Montand, et même dans les 2 films qu'on a eu le plaisir de réaliser ensemble, j'ai réussi à placer, ce qui n'était pas toujours évident, Montand dans Gabin, Montand dans Chaplin. Et parfois c'est subliminal. Dans Chaplin, c'était pas simple, hein, mais voilà. Donc, non, mais on l'entend, on l'entend. À un moment, j'avais pensé à Paulette Godard, mais on cherchait des photos où elle était à bicyclette, mais on n'a pas trouvé. Donc, on s'est débrouillé autrement. Et puis là, voilà, cette fois-ci, je tournais autour, mais je ne voulais pas, parce que, vous verrez dans le film, on ne touche pas à son idole. Et puis, il y a eu Vincent, que je connais depuis plus de 15 ans, et Félicie Roblin, la productrice de ce film, qui m'ont encouragé, et leur force de conviction l'a emporté. Le double anniversaire a fait le reste. Les 100 ans. Les 100 ans de la naissance de Montand, qui aura donc 100 ans le 13 octobre prochain. Et le film que vous allez voir ce soir, vous pourrez le revoir en plus petit le 14 octobre à 21h sur France 3. Et c'est également les 30 ans de sa mort. Voilà. Donc Vincent, oui, c'est une amie en commun, journaliste à France Inter, Angélique Bouin, pour ne pas la nommer, que j'avais rencontrée sur un tournage et qui m'avait dit, elle m'avait entendu chanter Montand autour de minuit, et puis elle m'avait dit, mais il faut absolument que tu rencontres Vincent Josse. Et voilà, et depuis on est amis depuis 15 ans, et c'est Montand qui nous a réunis. C'est un beau cadeau qu'elle t'a fait. C'est un bon cadeau qu'elle m'a fait, oui. Et donc voilà, on lui doit un peu beaucoup, je lui fais un petit clin d'œil, et elle nous réunit encore ce soir, et je n'en dirai pas plus, puisque vous allez découvrir le film et qu'on parlera après. Vous dire juste que c'est une drôle de sensation de me retrouver ici, pas pour la première fois à Pessac, mais pour la première fois entre deux de mes co-auteurs de mes 3 derniers films, Gabin, Chaplin, Montand. Voilà. Merci beaucoup Yves. Et donc Vincent, voilà comment on passe de journaliste radio à co-auteur d'un film de cinéma, enfin, de télévision, mais aussi de cinéma. Il va bien raconter le processus. Félicie Roblin de Zadig Productions savait qu'on était 2 fans de Montand, qu'on peut chanter malheureusement pour nos amis tout Montand par cœur à la fin d'un dîner. Pour Yves, ça se produit un petit peu trop souvent. Et on vous chantera tout à l'heure 2 ou 3 chansons. Non, je vous promets qu'on se tiendra bien. Moi, je suis heureux d'être ici parce que j'étais étudiant ici à l'IUT de journalisme qui était à Gradignan à l'époque. Maintenant, il est dans le centre. À Pessac. Voilà, j'étais l'année spéciale de Bordeaux en 89. Et puis, l'année précédente, j'avais interviewé Montand pour une maîtrise d'histoire. À l'époque, j'étais à Lille. Donc, j'ai rencontré Montand qui m'a très gentiment reçu pendant 1 an. C'était quand même formidable d'avoir 21 ans et de me retrouver dans le salon de la place Dauphine de Montand que vous allez apercevoir dans le film. Et j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais aucune expérience du documentaire. J'en ai un petit peu plus maintenant parce que j'ai vu Monsieur à l'œuvre. Et c'était aussi pour ça que je voulais faire ce documentaire, pas seulement pour Montand, mais pour voir aussi Yves au travail, parce que j'admire son travail. Je ne lui ai jamais dit. Je le dis devant vous. Et ce qui est aussi touchant, je suis bavard, hein, mais je vais continuer juste 30 secondes. Ce qui est touchant, c'est que beaucoup de gens viennent nous voir avant ou après la projection, donc on parlera ensemble avec plaisir tout à l'heure. Des gens nous disent, par exemple, une dame à Quiberon, j'ai présenté le film à Quiberon et Yves était en Zoom. Et la dame me dit, je viens, mais je n'aime pas du tout le comportement de cet homme avec les femmes, monsieur. Vous entendez? Et elle s'en va. J'étais très gêné, je ne suis pas tellement responsable de la conduite d'Yves Montand dans la vie, donc j'avais rien à dire. Et à la fin, je lui dis, madame, vous n'étiez pas très contente d'être là? Elle dit, si, je suis heureuse d'avoir vu ce film, je suis un peu réconciliée avec Montand, j'ai l'impression de mieux le comprendre et j'apprécie toujours autant l'artiste. Donc des rencontres comme ça fait plaisir, et aussi pas mal de jeunes de 23 ans qui ne connaissent pas Montand. Montand, quand on a moins de 30 ans, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, comme beaucoup d'artistes, la mémoire d'un artiste s'efface très très vite, d'un comédien surtout, ou peut-être d'un chanteur aussi. En tout cas, les jeunes sont venus nous voir à Cannes avec Yves et nous ont dit merci de nous avoir fait découvrir un artiste qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, ce sont des petits plaisirs que je découvre, en plus du métier de journaliste que je connais bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Donc, nous retrouvons, nous saluons France Télévisions, qui est partenaire de cette soirée, qui a accepté qu'on montre ce film. Il y a eu très peu d'avant-premières, on est vraiment ravis qu'ils aient accepté. Et donc, bonne séance, on se retrouve à la fin de la projection. Merci. Alors, peut-être, pour commencer la discussion, il y a quelque chose d'assez étonnant, peut-être une coïncidence, je ne sais pas, mais en fait,
Le film s'ouvre par la voix d'Yves Geland, mais sur France Inter à 18 ans, et se termine quasiment par la voix de Vincent Josse, toujours sur France Inter, pour annoncer la mort d'Yves Montand. Donc, on pourrait dire que c'est presque prémonitoire, tout ça. Comment le fait que ce portrait ait été écrit donc à quatre mains, mais quand même à la première personne, comment finalement vous avez pris cette direction-là en termes de narration? C'est un film à la première personne, finalement. D'abord, c'était pour avoir un partenariat avec France Inter, ce qu'a priori on aurait obtenu d'après les dernières nouvelles. Non. Plus sérieusement, le projet initial, d'ailleurs il y a eu plusieurs projets avant d'arriver à cette forme-là. Il a même été question à un moment de films avec des témoins, avec des tournages. Mais le premier projet qui nous a réunis sous la férule de Félicie Roblin, c'était un film à la première personne du pluriel. Et puis ça s'est avéré un peu complexe dans la narration, dans la construction, parce qu'on en parlera, j'espère, dans la petite heure de débat avec vous. Chacun a son montant, vous aussi, dans la salle, dans les salles, pardon. Vous avez aussi votre montant, parce que je pense que ce film a forcément un effet miroir. Et le montant de Vincent n'est pas le mien tout à fait, même si cette passion nous réunit. On ne l'a pas connu tout à fait à la même époque, en tout cas à notre époque dans notre histoire, puisque moi je le dis, c'est un montant de toujours, puisqu'on écoutait Montand à la maison. Il y a eu ce déclic quand j'avais 13 ans avec l'Olympia 81. Il y a eu le moment où je lui écris, où je le rencontre quand j'ai 15-16 ans. Mais je le dis dans le film, trop jeune pour une conversation d'adulte, alors que Vincent, quand il rencontre Montand, c'est déjà un jeune adulte. Et à un moment, on a essayé de raconter l'histoire comme ça, et notamment avec une matière inexploitée qui était les cassettes audio, mais je ne vais pas parler à la place de Vincent Josse, qu'il a enregistré. Il n'était pas encore journaliste. Je ne sais pas d'ailleurs si tu voulais être journaliste à l'époque. Oui, bien sûr. Déjà. Mais où il a enregistré, disons, il n'enregistrait pas avec un vrai matériel professionnel. J'ai acheté un magnétophone la veille de la rencontre avec Montand. Oui. Mais peut-être justement, Vincent Josse, vous pouvez nous raconter cette rencontre, parce que celle de Yves finalement est racontée dans le film, mais la vôtre, elle n'est pas dans le film. Donc comment vous avez rencontré Yves Montand? Mon père écoutait beaucoup Montand, donc à la maison, comme chez les Geland, chez les Josse, on écoutait aussi sans se connaître Montand, comme dans plusieurs familles françaises. Toutes les familles françaises. Comme toutes les familles françaises. Mon père était ouvrier, puis ensuite il est rentré aux impôts, il a fait une carrière aux impôts, etc. Mais je pense qu'il y avait une sorte de lien affectif avec Montand aussi par l'évolution, la famille, la vie de Montand et les origines de Montand. Et moi, ça ne m'intéressait pas à l'époque, mais à 14 ans, je tombe sur un disque qui s'intitule « Dès je t'aime ». C'est un 45 tours que tu connais forcément bien, Yves. Et j'ai le coup de foudre pour la manière d'interpréter la chanson, pour la voix de Montand, pour la chaleur de sa voix, pour vraiment sa façon d'être là, quoi, la voix toujours très en avant. C'est comment la chanson? Je ne la chanterai pas. Dès je t'aime, long comme les vins de station. On vous l'avait dit. Vous avez le droit de sortir. Et j'achète un 33 tours, et puis voilà, j'ai 14 ans et je me mets à être fan. Alors, pourquoi on est fan de quelqu'un, c'est difficile. C'est comme quand on tombe en amour. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux? Là aussi, c'est difficile de mettre des mots dessus. Et je me passionne vraiment pour l'homme de scène. Moi, j'ai une grande passion pour Montand chanteur. D'ailleurs, le film c'est un film enchanté, comme disait Jacques Demy de ses propres comédies musicales, et il a tourné avec Demy Montand. Donc ça lui va bien aussi, ce film-là, je trouve, d'Yves étant enchanté, en 2 mots. Et alors, je suis un peu comme Montand, il perdait toujours le fil de ce qu'il était en train. Qu'est-ce que je te disais là? Et c'était quoi ta question, fils? Tu veux un petit café? Bah, te chercher le café dans la cuisine. Et voilà, il avait ce rapport-là, tout en vous engueulant, parce qu'il estimait que les corrections de l'entretien que vous avez fait n'étaient pas bien, et qu'il fallait changer la virgule, et que c'était un scandale de ne pas avoir changé la virgule, et qu'il savait très bien que c'était lui qui devait tout faire, et que quand il s'est engagé dans ce projet, il savait déjà que c'est lui qui ferait tout. Enfin voilà, c'était toujours un peu excessif.
Mais on pardonnait toujours Montand parce que derrière, effectivement, il y avait « Oh, petit coquinou, tu m'as suivi ». Voilà, donc il y avait un rapport très affectif, très tendre. Et puis moi, j'étais j'allais dire un enfant, un jeune homme, quoi, à 21 ans. J'habitais à Arras à l'époque, j'étais en fac d'histoire à Lille. Et mon idole, comme dit Yves, notre idole me recevait chez lui. J'allais dans sa cuisine, etc. C'était quand même inimaginable. Mais il fallait supporter les colères de Montand. Et voilà, là, je suis encore un peu en train de digresser. Tout ça pour te répondre et vous répondre que j'ai suivi pendant 1 an Montand en l'interrogeant, puisque j'ai fait une maîtrise d'histoire. Je voulais l'approcher, Montand, puis je voulais être journaliste aussi. Donc, c'était la première fois que je faisais une sorte d'enquête orale, quoi, que j'allais interviewer quelqu'un. Et j'étais émerveillé qu'un Montand me réponde. En fait, on pose des questions et ils vous répondent. C'est absolument magique. Et encore aujourd'hui, 31 ans après, ça me fascine qu'on me réponde quand je pose une question. Il y a quelque chose d'assez merveilleux que ça fonctionne, quoi. Et ça a fonctionné avec Montand. J'ai enregistré, effectivement, je possède toujours les cassettes. Et Yves m'a expliqué, moi j'espérais pouvoir faire un film, que ce jeu soit nous, mais ça n'a pas été possible parce que ça ne fonctionnait pas, tu m'as dit. Hein. Et donc Yves est parti sur autre chose, sur le jeu JE. Et avec la productrice, on a encouragé Yves à tenir ce jeu jusqu'au bout, de manière à ce qu'il soit universel. C'est-à-dire que vous soyez aussi associés et que vous vous souveniez aussi de votre XXe siècle, pour ceux qui l'ont connu, et de votre Montand dans les films et à travers les chansons. Voilà, c'est une sorte de jeu collectif, j'espère. Montand est à nous, c'est pas seulement le Montand de Jelan et de Josse, c'est le Montand de nous tous, ici ce soir et dans les salles, vous qui nous regardez là-bas. Alors, il y a le Montand chanteur, Montand acteur et Montand... engagé politique. Homme engagé politique. Il disait « je suis né communiste », Montand, il est né avec la politique. Voilà, exactement. Et donc, quand vous vous engagez sur ce film, forcément, vous relisez, vous réécoutez, vous revoyez les films. Et donc, par rapport à l'image que vous avez eue il y a 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui a changé, en fait? Rien du tout pour moi. On a tellement l'impression, mais Yves, c'est pareil, on parle presque d'une même voix tous les deux. On le connaît depuis tellement longtemps. J'ai 14 ans, j'ai 54 ans. Et par exemple, pardon, vous coupez, sur les films, par exemple, certains films que vous avez vus il y a... Montand, c'est César et Rosalie, ça c'est évident. Moi j'ai vu vraiment le personnage haut en couleur, de mauvaise foi, hurlant, et en étant en même temps très tendre, et en doutant énormément de lui. Costa Gavras nous a dit, dites bien qu'il était timide et angoissé, et c'est vrai, il n'était qu'angoisse. Parce qu'il voulait être le premier, Montand, il voulait toujours être le premier. Il était jaloux des autres garçons, des autres comédiens, des autres chanteurs. Il voulait être en haut de l'affiche tout le temps, pardon. Mais il avait peur de ne pas être à la hauteur. Yves le dit dans le film, il ne chante pas toujours juste, il a des problèmes de rythmique, il fait des fautes de français. Même lui le dit. Lui le finit par le dire aussi, parce qu'on lui reproche. Montand, il était très touchant quand il disait, c'est Yves Simon qui raconte ça, il disait, tu sais, fils, parce qu'Yves Simon habitait la place Dauphine et il était copain de Signoret. Les gens étaient souvent plus copains de Signoret que de Montand. Mais Montand le voyait quand même, puisqu'il venait prendre le thé ou autre chose avec Simone Signoret. Et il disait, tu sais, fils, mon film préféré, c'est « Nous nous sommes tant aimés ». Et c'est beau. Alors voilà, moi ça me touche, et je pense que ça a touché pas mal de monde, peut-être vous aussi. Est-ce que toi, tu as vu un Montand différent en travaillant dessus? Pas tant. Il ne peut pas s'empêcher de poser lui les questions. Ah oui, il est déformé. Problème d'un micro dans la main. Je le pose. Il pourra, s'il y a des fois où tu manques d'animateurs pour le hip-hop. Oui, tout à fait. Non, mais Vincent Josse à l'Unipop... Ça nous anime, Montand, c'est pour ça. Non, c'est vrai. En fait, j'ai fait un entretien avec Télérama hier, avec une journaliste qui avait posé, je pense, sensiblement les mêmes questions à Vincent avant-hier. Et elle m'a posé cette question-là aussi. Est-ce qu'il y a un Montand qui, à l'occasion de ce travail... Et j'ai dit, mince, c'est une question qu'on risque de me reposer. Je vais essayer de trouver une réponse quand même, parce que je ne savais pas trop quoi dire. En fait, non, c'est vrai, on est un peu tombé dedans étant petit, donc on le connaît par cœur. Enfin, il est au cœur de ma vie, donc je sais très bien et tous mes amis vous le diront, que sans Yves Montand, je ne serais pas tout à fait le même. Donc ça serait bien de dire, oui, j'ai découvert... Non, moi, je passe ma vie avec Montand à écouter ses disques. Alors, effectivement, on va parler de cinéma. D'abord, c'est l'Université populaire du cinéma. Et autant, il n'y a pas une chanson de Montand que je ne connaissais pas. Il y en a une que Vincent ne connaissait pas, que j'ai fait découvrir. C'est ma Légion d'honneur. Si, c'est Couleur. Tu ne la connaissais pas, le truc... Si. Non, mental. Il est d'aussi une mauvaise foi comme Montand, maintenant. Voilà, c'est ça.
Mais autant effectivement, et Vincent et moi, nous sommes arrivés avec la chanson. C'est Montand par la chanson avant tout. Mais Montand a triomphé sur scène à l'Étoile. Il tient l'Étoile qui n'existe plus, à un théâtre à Paris, pendant des mois, et puis il y revient même pendant des années. C'est fou ce qu'il a fait, Montand, sur scène. C'est fou. C'est pour ça aussi qu'il est mort à 70 ans. Il s'est épuisé. Je te vole le micro. Il s'est épuisé. Carole Amiel nous a confié un soir de projection, c'était à Cannes, que s'il meurt d'un infarctus à 70 ans à l'hôpital de Senlis, c'est pas parce que Benex a exigé trop de lui sur le tournage d'IP5 en le faisant aller dans l'eau plusieurs fois, l'eau froide, etc. du lac. C'est parce que après le tournage, en fin de journée et en début de soirée, tout seul dans sa chambre d'hôtel à Senlis, il filait 2 fois le tour de chant qu'il allait donner à Bercy. 2 fois, vous imaginez? Ce qui fait 3 heures, quoi. 3 heures à chanter tout seul dans sa chambre pour pas se planter au moment où il se présentera aux spectateurs. Et ça, il est mort usé de travail, Montand, usé de pression, usé d'angoisse aussi, encore une fois, parce qu'il voulait être bon, quoi. Il raconte au mari de Catherine Allégret, Maurice Vaudot, qui s'occupait de lui et qui s'occupait de l'emmener à l'Olympia en 81, qui était chargé de l'emmener en voiture à l'Olympia. Il lui disait dans la voiture, pourvu que je me casse une jambe, pourvu qu'on ait un accident ensemble et que je me casse une jambe et que je ne chante pas devant le public, tellement j'ai la trouille. Et je pense que ton film le montre bien, ça, la peur permanente de Montand qui finit par user. Et il le dit d'ailleurs, cette anecdote-là sur ce rêver de casser une jambe. Oui. Donc effectivement, il y a 50 films avec Yves Montand. Il y a 20 très bons films parmi les 50. Et j'avais vu les bons, mais je n'avais pas trop vu les mauvais. Mais là, je les ai tous vus à l'occasion de ce montage, donc on pourra en parler. Mais sinon, vraiment, je ne pense pas que j'ai découvert... autant Chaplin, j'ignorais beaucoup de choses, et Gabin, pas mal aussi. Autant Montand, effectivement, ça a été, il m'était déjà familier. Peut-être qu'il y a une chose qui m'a marqué, c'est cette lettre de Simone Signoret qui est dans le livre. Termine, qui vient vraiment à la fin. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifiquement écrit. Cette lettre de Simone, après... C'est une lettre qu'il faut vraiment replacer dans le contexte qu'il lui écrit juste après une engueulade, mais des engueulades, leur vie a été jalonnée de disputes et d'engueulades, de coups de gueule. Et dans cette lettre, il y a cette phrase où il dit « Tu es tellement aimable avec les gens dont tu n'as rien à foutre ». Et je me souviens combien il a été aimable avec moi. Voilà. Donc, et ça a été peut-être la seule chose qui m'a marqué. Je dis, ah mais oui, ça a été une prise de conscience sur le film. Voilà, ça m'est revenu après. Je me dis, bah voilà. Il m'écrivait, il répondait à mes lettres à 2 reprises, 2 cartes postales. Il m'a fait rentrer chez lui. Il était extrêmement gentil avec moi. Et un peu moins avec Vincent. Oui. Mais en même temps, il t'a dit, bah justement, je ne m'engueule qu'avec les gens que j'aime. Voilà. Oui, mais c'était compliqué. Il a voulu me faire un procès quand je lui ai envoyé mon mémoire de maîtrise. Il a appelé tout un week-end à Arras. J'étais pas là, j'étais en Picardie parce que je suis d'origine picarde. Bref, j'arrive le lundi matin à Arras. Je décroche le téléphone parce qu'il n'arrêtait pas de sonner quand j'arrive. Et là, il hurle, mais pendant 20 minutes. Je peux pas en placer une. Et je vous promets que je tenais l'appareil comme ça. À l'époque, c'était un téléphone, vous savez, comme ça, à cadran, là. J'imagine que tout le week-end, il avait fait ça. Et il hurlait, je vais te faire un procès avec Maître Kiechman, etc., parce qu'il s'estimait mis en cause, parce qu'il a dit beaucoup de conneries en politique, Montand, quand Signoret est morte, et Signoret l'a toujours tenue, mais bon, elle n'était plus là, et il se lâchait un peu, parce qu'il était très influencé aussi par les intellectuels qui l'entouraient, il était fasciné par les intellectuels, ça n'était pas un intellectuel, mais il se nourrissait, et c'était ça son intelligence à Montand, c'est qu'il se nourrissait de la culture de chacun. Et donc il a demandé des corrections, mon directeur de maîtrise a accepté les corrections, j'ai envoyé à Montand les corrections avec un mot très sec, de petit con en fait, j'aurais pas dû faire ça, j'avais 20 ans, bon. Et il m'appelle, il dit oui, tu m'as envoyé un mot très désagréable, je te l'ai jamais dit ça, tu m'as envoyé très désagréable, tu étais plus gentil que ça avant, et comment ça se fait, il faut être gentil avec moi, comment tu oses, etc. Et puis il a un enfant, Valentin, qui est un grand garçon aujourd'hui, grand comme son père, il a la carrure de son père. Plus grand encore. Plus grand, mais il se voûte un peu parce qu'il veut pas qu'on le connaisse. Il est marrant, Valentin Borsa, il veut pas du tout être connu, donc il se voûte un peu pour se cacher, sauf qu'il a la taille de Montand. Et j'écris à Montand, félicitations pour votre déjà grand-fils Valentin, je vous souhaite une bonne année, etc. Il me répond aussitôt,
par retour de courrier cette petite carte en me remerciant pour mes vœux et en me disant « Je ne m'engueule qu'avec les gens que j'aime ou que j'estime, fidèlement Yves Montand ». Ce qui est très beau comme réaction. Et bon, c'est quand même Montand, et encore une fois, moi, un petit étudiant. Et puis, voilà, il était capable de reconnaître des erreurs, Montand. Et ça, ses amis le disent aussi, ce qui est une forme d'intelligence. Et comme quoi, juste une chose, les lettres ou les cartes que Montand nous a écrites, on les a gardées. Non seulement on les a gardées, mais on les connaît par cœur. Ah oui. Alors, par rapport à cette vision, je dirais, avec décalée dans le temps, on parle des chansons du cinéma, mais aussi de l'engagement politique, justement, que vous évoquez à l'instant. C'est-à-dire que, voilà, 30 ans ont passé depuis son décès. Et est-ce que votre regard sur cet engagement, qui a évolué au fil des décennies, est-ce qu'il a changé, justement? Ou est-ce qu'il y a une forme d'admiration, de compréhension? Voilà, on est sur des périodes importantes. Ça a été une figure... On traverse le XXe siècle dans le film. Hein. Oui. Enfin, le voyage à Moscou est un événement très important, juste après Budapest. Voilà, il raconte ça très bien, Patrick. Hein, on peut dire un mot peut-être sur évidemment sur le livre de Patrick Rothman qui est consacré à l'amitié entre Samprun et Yves Montand. Il y a cette dimension politique, elle est quand même très forte en filigrane de toute. Ça, enfin, avec bien sûr Simone Signoret. Montand fou de Samprun. Hein. Oui, absolument admiratif. Oui, c'est presque une amitié amoureuse, oui. Ouais. Et oui, le regard a changé, je pense quand même. Alors là, c'est vraiment, là, je peux le dire, il a changé en regardant les archives et ces émissions que j'avais regardées à la télévision et même d'ailleurs, les dossiers de l'écran, hein, quand l'on voit que je raconte une émission que je connais par cœur, justement parce que je l'avais enregistrée. Vous savez, ces fameux magnétophones où il fallait appeler sur rec et play en même temps. Donc je faisais ça. Et ensuite, rewind et wind. Voilà. Et j'allais j'avais effectivement chez les voisins à Carcassonne et j'enregistrais parce qu'il n'y avait pas de télé ni de magnétoscope. Donc moi, je connais vraiment... c'est comme Montand International qui était de Guy Job, je l'avais enregistré en cassette, donc je connaissais ces versions-là, et je les réécoutais bien sûr dans ma chambre d'adolescent, et on a tout déroché avec ma monteuse qui est beaucoup moins indulgente, on va dire, que moi. Et qui connaît pas bien Montand. Et qui connaît pas bien Montand parce qu'elle est américaine, élevée en Italie, donc elle n'a pas du tout de culture française, qui était très utile pour ce regard un peu extérieur et distancié. Et c'est vrai que quand je dis, par exemple, dans Vive la crise, il devient de gauche, tendance Reagan, j'éteins la télé, je préfère écouter, revenir... à la chanson et à l'album de Olympia 81 et à cette magnifique chanson qui était sans doute la préférée de Montand à Paris. Ça, c'est aujourd'hui que j'éteins la télé. À l'époque, j'étais très politisé déjà. Tu étais de gauche, tendance Reagan? Non, j'étais pas tendance Reagan, j'étais tendance Montand et je lui passais tout. Non, j'étais vraiment... Vraiment, j'avais une passion pour Allende. Voilà, j'étais très... Et voilà, j'étais très engagé, j'avais créé SOS Racisme dans mon lycée à 17 ans. Enfin, c'est pas moi qui ai créé l'antenne de Carcassonne, pas nationalement, sinon ça se saurait. Mais, et donc, voilà, j'avais lu le bouquin, justement, Montand, la vie continue de Samprun. Et si Patrick Rothman était là, j'aurais dit, lisez son bouquin, il est complémentaire d'une autre, parce que quand Costa Gavras a vu le film, quand on a monté les marches du Festival de Cannes avec lui, il nous a dit des choses très très gentilles et très élogieuses sur le film qu'il a répété avant-hier à l'avant-première à la Cinémathèque. Mais sa femme m'a dit, mais vous ne parlez pas de Samprun. Effectivement, je cite Samprun. Alors on peut dire, pour éviter des remarques à l'issue de la projection, soit on dit Jorge Semprún, soit on dit Georges Samprun. Et bon, je vais dire Georges Samprun. Et Montand d'ailleurs disait Semprún dans les premiers moments où il ne se connaissait pas, et à la fin de sa vie disait Samprun. C'est très bizarre, il a changé la prononciation. Donc, et effectivement,
On cite évidemment Sauté, Costa Gavras, un peu d'Abadi, mais Semprin est important dans la vie de Montand. Mais comme ce film, contrairement à celui qu'on a pu faire François et moi sur Gabin ou sur Chaplin, qui sont des films non pas exhaustifs mais assez complets, là il y a un inventaire, et dans l'inventaire on ne parle pas de tout, et c'est un inventaire subjectif et pas total. Voilà, donc effectivement Semprin n'est pas évoqué. Peut-être que si j'y réfléchissais on trouverait un moyen de le rajouter, mais c'est vraiment une grande histoire, et donc oui, voilà. Qu'on peut rattraper en lisant le livre de Patrick Rothman. Grasset, s'appelle Ivo et Georges, et l'italien et l'espagnol. Voilà. L'italien et l'espagnol, et on peut rajouter le grec Costa Gavras. Donc tout ça, c'est des histoires de métèques. Voilà. Alors, je vais pas tarder évidemment à passer la parole à la salle et aux autres salles, hein. Vous allez avoir le numéro, si ce n'est pas déjà le cas, qui va s'afficher, le numéro de téléphone portable pour envoyer des questions par SMS. Alors, dans les autres films que vous avez pu faire récemment, il y a toujours, jusqu'à maintenant, des découvertes dans les archives, malgré le fait que souvent, en fait, il y a déjà eu d'autres films sur Chaplin, sur Gabin, sur Montand. Donc, à un moment donné, on se dit, ça y est, on connaît tout, on a tout vu, on a tout montré. Est-ce que c'était le cas? Parce qu'on peut citer aussi Patrick Rothman pour le film qu'il avait lui aussi réalisé sur Yves Montand. Donc est-ce qu'il y a eu malgré tout des révélations dont on a pu profiter tout à l'heure pendant la projection? Oui, il y en a eu plus que ce que j'imaginais. Il y en a eu notamment grâce à Aude Vassalo, la documentaliste du film. On a cité Lizzie Gelbert au montage. Et vraiment, il y en a eu parfois par surprise, des rencontres, le temps qui passe. D'abord, il y a eu quelques photos, notamment ces photos que j'avais vues nulle part et qui sont des photos que j'ai eues dans cette espèce de pochette surprise à la vente aux enchères, celle où on voit notamment... on le voit avec Brassens et Mouloudji. C'est une photo qui date de 1953. Je ne sais toujours pas qui a photographié. Mais voilà, il y a une série de 3 photos. J'en ai montré qu'une dans le film. Et ils ont d'ailleurs tous les 3 le même âge. Puisque si on dit que Montand a 100 ans cette année, Simone Signoret également, et Brassens tout autant. Mouloudji, lui, est né en 22, donc c'est l'année prochaine qu'il aura 100 ans. Et en 1953, Montand est une immense vedette, et Mouloudji et Brassens commencent à peine à se faire connaître, même si Mouloudji a joué très jeune dans des films et a chanté très jeune également. Et puis il y a le film que tu as trouvé aux Archives nationales. Voilà, il y a ce film qui s'appelait La Maison du Bonheur, et dont le titre finalement est Un matin comme les autres, de Yannick Bellon, voilà, et non seulement... où il joue le prolo. Voilà, donc le film n'est pas inédit, mais les rushs le sont. Donc c'est d'ailleurs assez drôle, une petite anecdote en passant, c'est-à-dire que quand on voit le film Un matin comme les autres, qui n'est pas connu du tout, qui est le premier film, avant Les Sorcières de Salem, qui réunit Montand et Signoret. Il n'y a pas tant de films que ça qui réunissent Montand et Signoret. Et généralement, d'ailleurs, ils sont rarement, à part dans Les Sorcières de Salem, amoureux ou mariés femmes. C'est le cas dans Les Sorcières de Salem, c'est le cas dans L'Aveu. Mais sinon... Police Python. Police Python, ils ne sont pas mariés femmes, ouais, mais ils jouent ensemble, effectivement. Donc il y a assez peu de films qui les réunissent. Et donc il y a ce film assez étonnant, donc tout premier film. Et comme c'est des rushs, qu'on a eu différentes prises, on avait beaucoup d'autres matières, on le voit en peintre en bâtiment, comme vous avez vu tout à l'heure, en train de siffloter. Et lui, on lui demande de siffloter quelque chose, et il sifflote les grands boulevards, comme vous avez pu entendre. Il y a tant de choses à voir. Et si vous regardez le film, ils se sont dit, mais c'est pas possible, parce que comme c'est pas Yves Montand qui doit jouer ce rôle, il peut pas siffler les grands boulevards. Donc c'est une version. Si vous regardez vraiment le film, il y a eu une comment on appelle ça, une post-synchro.
et avec quelqu'un d'autre qui sifflote autre chose à la place dans la vraie version. Voilà, il y a aussi ces rushs incroyables où il répète devant la maison d'Auteuil qui viennent de Pathé-Gaumont, où on le voit rater la prise du chapeau que lui lance. Il est très agacé. Simone Signoret. C'est Signoret qui lui envoie mal, donc il hurle. Il envoie l'inquiétude, voilà, tout ça. Donc il y a ça, il y a quelques plans aussi qu'on a disséminés un peu partout dans le montage, à Saint-Paul-de-Vence, où on le voit dans le générique début en train de jouer à la pétanque sur la place. Ça, c'est vraiment une des trouvailles de Aude Vassalo, d'une source totalement inconnue. Où on voit aussi, vers la fin du film, je reprends un bout de cet extrait, où on voit sur une passerelle à Saint-Paul-de-Vence, dans un rythme un peu accéléré, Simone Signoret traversée toute jeune. C'est vraiment l'été où ils se sont rencontrés. Voilà, donc il y a quand même 4 ou 5 documents totalement inédits. Et puis cette surprise formidable qui a été les rushs de ce making-of tourné sur Jean de Florette, où on l'a... en train de se livrer, très très étonnant, comme une caméra de cinéma vérité, avec devant le maquillage, parlant des viscères grouillantes et gargouillantes, voilà, et les essais où on le voit, où j'ai imaginé une interprétation que pour les essais du Papé, qu'il était en train de penser à Simone qui était en train de mourir. Et qu'on voit donc à la toute fin du film aussi, et c'est sur ces images-là que j'ai monté la lettre qu'elle lui écrit. Voilà, tout ça, ce sont effectivement des images inédites. Alors, une dernière question avant de passer la parole aux salles. Montand est évidemment aussi connu pour sa vie sentimentale, bien sûr avec Simone Signoret, mais dans le film, vous évoquez aussi Édith Piaf, Marilyn Monroe. Par rapport à cet aspect-là, qui est quand même aussi un aspect très important, il était connu comme personnalité publique aussi pour ça, et on parlait de lui aussi pour ça. Quelle ligne sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut montrer, vous vous êtes assigné ? Je crois que, en tout cas, c'est un film à la première personne dont on raconte notre Montand. Donc, on n'a jamais été dans la sphère privée, dans le sens où on ne fait que relater que les faits, que ce qui est... voilà, donc tout ça est très public, que ce soit évidemment Piaf, Marilyn, Simone, Carole Amiel. Ensuite, c'est pas un film de révélation ou d'investigation. C'est-à-dire que c'est ni le ton, ni notre projet. Donc après... voilà, c'est un film qu'on a fait avec notre cœur et pas avec des fonds de tiroir. Voilà, mais donc ça n'est tenu là. On voulait pas raconter une histoire qui était surtout des choses qui sont sorties après la mort de Montand. C'était pas du tout le but du film. Voilà. Merci. Alors, la parole à la salle. Je vois qu'il y a une main qui se lève là-bas. Alors, il y a déjà plein de questions. Il y a des textos des autres salles. Oui. Ouais. Alors, je vais être brève. Merci et bravo, à la fois pour le film magnifique et le titre. Effectivement, vous avez réussi à montrer quand même tous les montants, j'ai envie de dire, le vôtre, le nôtre, et tous les aspects de sa personnalité. Je voudrais revenir sur son amitié avec Samproun, parce que dans son livre, Patrick Rothman ouvre ses biographies croisées et clos par le récit très émouvant de la présentation de l'aveu à Moscou, qui apparemment, les trois, Costa, Gavras, Samproun et Montand, ça a représenté un moment fort. Et je voulais vous demander, à propos des archives qui sont fabuleuses, comme toujours chez Yves, est-ce qu'il y a eu, justement, de ce voyage à Moscou en 86 pour la présentation de l'aveu, est-ce que vous avez eu vent qu'il existait des archives? Et juste deuxième question, est-ce que le film pourra sortir un jour en DVD, ou bien moi qui ai encore un magnétoscope, je dois me précipiter le jeudi 14 pour appuyer sur... voilà. Merci. Mais il y a le replay, vous savez, maintenant vous pouvez regarder avec le replay. Mais même la vieille génération a le droit au replay. Oui. Demandez à vos enfants, petits-enfants. Oui, il existe des images de Montand entre 88 et 91,
quand il va à Prague, quand il va au Chili également, pour la campagne, pour le non au référendum, quand il retourne en Pologne, au moment où des premières élections libres, où il va soutenir Solidarność. On a failli les monter, et c'est pas les images les plus belles, hélas, souvent parce qu'on est vraiment dans la période de la vidéo, et bizarrement, les images sont mieux conservées quand c'est Moscou en 1956 ou 57 qu'en 1991. C'est souvent des années un peu sinistrées pour la mémoire télé, parce que c'est des images qui ont mal vieilli techniquement. Oui, ouais. Voilà, c'est la vidéo il y a des drops, il y a des... enfin, je ne vais pas faire un cours technique sur la conservation des archives. Comme l'Olympia 81. L'Olympia 81, c'est de la vidéo aussi. Voilà, c'est de la vidéo, et effectivement, je préfère 10 fois Chris Marker qui filme en film 74 que la vidéo de 81. Et voilà. Marker, c'est les moments que tu as choisis, qu'on a choisis, où il engueule ses musiciens, et notamment Bob Castella, son pianiste. On s'en sert à plusieurs moments du film. Voilà. Donc il y a un moment où on le dit que c'est la solitude du chanteur de fond, on le voit s'entraîner à Auteuil, faire de la barre, voilà, tous les exercices pour... Et mourir de peur, quoi. Et mourir de peur. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de cette archive-là, mais je pense que au-delà si on me demande au-delà de mon temps, s'il y a un film que j'aurais aimé réaliser, c'est vraiment celui-là. Enfin, j'aurais aimé, si je suis jaloux de quelqu'un, j'aurais tellement aimé tenir la caméra de Chris Marker. Alors peut-être le film aurait été moins bon pour le coup, mais en tout cas, ça c'est un film, La solitude du chanteur de fond, est le film que j'aurais aimé réaliser. Je trouve qu'il est admirable, je vous conseille de le voir, il dure une petite heure. Et il est magnifique, voilà, avec Pierre Lhomme comme chef opérateur, qui nous a quittés récemment. Un grand chef opérateur. Voilà. Donc, il y a quelques images, mais il n'y a pas... C'est souvent un peu tourné comme des news, et il n'y a pas de moment fort qui faisait qu'on allait pouvoir changer la narration. Et en tout cas, tout ce qui est dans le livre de Patrick Rothman ne se retrouve pas dans ces images-là. Et Patrick était présent. Là aussi, encore un petit moment de jalousie. Il était présent aussi au moment où il l'accompagnait en Russie. Il y a vraiment des témoignages forts de ce portrait croisé. Mais non, en image, non. Voilà. Alors, j'enchaîne avec oui et non. Avec un tir groupé de quelques messages des autres salles. Certains sont signés, mais d'autres pas. Alors, excusez-moi. Bravo pour votre film. Je ne connaissais pas la lettre de Signoret à Montand, qui est cinglante et émouvante. Bonsoir. Est-ce que Montand a eu du succès en Italie? Est-il connu là-bas? Merci beaucoup pour la soirée. Pourquoi n'avoir pas parlé de ce film Le salaire de la peur? Éric du cinéma de Saint-Pierre-d'Oléron. Voilà, déjà ces trois remarques. On se croirait au dossier de l'écran avec SVP 1111. Hein, c'est un peu ça. Hein, Alors, nous allons rejoindre Anne-Marie Lamoury, donc voilà. On voit que tu as beaucoup regardé. Oui, ça fait des échos. Ouais, c'est ça. Hein, bah oui, et moi ça me plaît. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Alors, quand même, Le salaire de la peur. Alors, oui, il était connu en Italie. Oui, il y a une rue Yves Montand dans son... ou même un théâtre Yves Montand à Monzumano Alto, en Toscane, là où il est né. Pourquoi pas Le salaire de la peur? Il parlait italien, mais quand même avec un accent. C'est-à-dire qu'il comprenait l'italien, il le parlait, mais... Il le chantait aussi. Il le chantait. Il y a effectivement plusieurs titres, et pas seulement Bella Ciao, mais Bella Ciao, il le chante, évidemment. Et j'ai fait écouter, d'ailleurs, à des amis italiens, en demandant est-ce qu'il a un accent qui chante italien? Et il y a un ami italien qui m'a dit il n'a aucun accent. Et un autre ami italien, mais si, il a un accent français terrible. Donc je ne saurais jamais s'il a un accent ou pas quand il chante italien. Ils n'étaient pas du tout d'accord. En revanche, il parlait très mal anglais. Il a quand même toujours dit à Hollywood. C'est joli ça, Hollywood. Il disait aussi, dans le bungalow, j'allais voir Marilyn. Comment reprendre la parole? Alors... je vous dis les choses essentielles. Il y avait une autre question, monsieur. Oui, j'ai... Donc, troisième, c'était quoi? Alors,
Non, c'était pas une question. C'est le salaire de la peur. Pourquoi pas? Si, pourquoi Alors, pas il y a le une salaire question de Non, il y sur avait le la salaire lettre de la de peur. Signoret, magnifique. Et la lettre de Signoret, La cinglante. nostalgie, hein, Yves. Oui, mais il y avait une question sur la lettre concernant la Non, lettre c'est pas une question, c'est une remarque. Oui, mais c'est Une remarque voilà. émue C'est une de remarque. cette lecture. C'est une Effectivement. remarque, mais magnifique, il y a donc le salaire de la Évidemment. peur. Le salaire grand de la film. peur, évidemment, c'est un très grand film. Et autant, alors autant pour dire qu'un film est grand ou raté ou qu'il a mal vieilli, mais quand on dit qu'il est mal vieilli, je ne sais pas si peut-être qu'ils n'étaient pas bons à l'époque non plus. Tout ça est très subjectif. C'est-à-dire que je pense que Les Sorcières de Salem, dont on montre un court extrait au moment de la mort de Montand, où sur les 15 fois où il est mort au cinéma, j'en ai gardé 4 ou 5 ou 6, et il y a dedans Les Sorcières de Salem. C'est là où on le voit partir et où, étrangement, on voit le regard de Simone Signoret sur Montand, qui est mort, alors qu'évidemment, elle est morte déjà avant, comme si elle le rejoignait et qu'elle le découvrait comme ça. Autant, à part dans le générique de fin, où il y a juste un plan très très court, il n'y a pas d'extrait du salaire de la peur. Tout ça pour dire, si je parle des Sorcières de Salem, c'est que moi, Les Sorcières de Salem, quand je l'ai vu pour la première fois, il y a une magnifique restauration. Je trouve que le film, il faut arriver à le digérer. Je trouve je trouve que Les Sorcières de Salem, c'est pas vraiment une grande réussite. Le salaire de la peur, je ne sais pas s'il est déjà passé dans cette salle. Si, il est passé, oui. Il n'a pas pris une ride, et c'est un film majeur. C'est le premier grand film de Montand. Enfin, c'est pas de Montand, mais avec Montand. Mais c'est pas tendu à Montand. Vanel est exceptionnel dedans. Il y a aussi Dario Moreno, d'ailleurs, enfin, tout Vera Clouseau. Oui. Et c'est un film, mais on a beaucoup essayé de mettre des extraits, parce qu'il y a cette tension incroyable, mais les extraits, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le découper, ce film. C'est-à-dire qu'on a essayé de toutes les manières, et en fait, ce n'était pas lui rendre service. C'est-à-dire il faut voir le film, notamment dans sa deuxième partie, quand le voyage commence, et là, la tension, mais en plus, la restauration est magnifique. Vraiment, la copie actuelle du Salaire de la peur est exceptionnelle. Mais il faut voir le film complètement. Tu n'as pas pu placer non plus Le Sauvage. Oui, après il y a 3 places pour le 26. Voilà, oui, il y a des choix à faire. Le Sauvage, on le met un petit peu. Et alors, Delors, Monseigneur, non plus. Non, mais ça non, parce que c'était. Sauf que tous les jeunes connaissent Montand pour cette réplique. Eh bien justement, je voulais pas montrer. Ils ne connaissent que ça de Montand. Ouais. Non, mais voilà, j'ai préféré le voir chanter. Donc on a effectivement, on voit un petit peu Le Sauvage, mais très très rapidement au tout début. Et voilà, il y a bien sûr. Enfin, mais c'est le montage, c'est une suite de renoncements et de deuil et de voilà. Donc et on l'a vécu ô combien, même en faisant des longs films sur Gabin ou sur Chaplin. Donc voilà. Donc j'ai voulu l'évoquer. On en parle à un moment. J'ai mis un document très beau, d'ailleurs qu'on a retrouvé grâce à Carole Amiel, je crois, ou à Michel Gignès, un de ses biographes. Mais c'était pas rendre service au Salaire de la peur que de mettre un extrait, parce que vraiment, en petit bout, ça marchait pas. Il y a juste une image sur le générique de début, quand même. Oui, on le voit, ouais, parce que ça fait partie de ses rôles mythiques. Même si Montand a considéré qu'il était devenu acteur bien plus tard, avec Costa, au moment de Compartiment tueur, grâce à Costa et grâce aussi à Alain Resnais avec La guerre est finie. Donc c'est la même année, en gros, hein, c'est 64-65. 66. Mais on vous laisse parler, hein, parce qu'on est très bavards tous les deux. Alors, d'autres questions de Pessac encore. Questions ou réactions à Pessac? Oui, non? Non, pas de questions. Allez-y, hein, vous pouvez être critique aussi. Oui. Je dirais que c'est la faute d'Yves. Alors, on a vu... Ah, il y a une question ici. Ah. Oui. Bon, j'ose poser c'est pas une question finalement. Je trouve que vous avez fait un film plein d'amour et de sensibilité, et je vous sais gré de ne pas avoir ouvert la porte de Marilyn ou de tout ce qui a pu arriver post-mortem après pour Yves Montand. La question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'à la fin de sa vie, Montand n'a pas été moins intéressé par la politique, ou est-ce que c'est à la mort de Simone Signoret qu'il s'y est moins intéressé? Ah non, ou est-ce que c'est une idée complètement fausse? Voilà. Je pense que vous vous trompez.
Très bien. Mais c'est pas grave du tout. Il n'y a rien d'essentiel dans tout ça. Non, Montand, au contraire, s'est pris au jeu de la politique quand Signoret n'est plus là, parce qu'elle le tenait, Simone Signoret. Et ses amis se rendent compte que Montand est entendu quand il prend la parole. Yves en a bien parlé avec les dossiers de l'écran, 82 ou 84 83. Oui, avec voilà, des records d'audience. Avec des records d'audience. Voilà, et records d'audience, et les amis, c'est-à-dire Semprun, très influent dans les prises de position de Montand. Il y a André Glucksmann, il y a Marie-France Garot, on ne sait pas forcément, mais elle est là aussi. Il écoute la parole des politiques et de ceux qui fréquentent les politiques, et Kouchner aussi. Et tous lui disent, mais vas-y, présente-toi. C'est pas Montand qui a envie d'être président, c'est la famille. Hein. Il parlait de la famille, c'est toujours très affectif, Signoret et Montand, quand il parlait de leurs amis, qui se sert de lui comme porte-voix. Il est le porte-voix de ces intellectuels-là. Et ils vont se servir de Montand, quoi qu'ils en disent. Et donc Montand, tout naïf, il le dit à un moment qu'il est naïf, et c'est vrai, eh ben, il y va, il y croit, et puis les sondages lui donnent raison. Enfin, tout ça est montré dans le film. Et il a très envie d'être président de la République, et puis je ne sais pas vraiment ce qui fait qu'il n'y va pas. Il y a peut-être quelqu'un dans ce groupe qui lui dit non, finalement, là, tu vas faire une connerie, et c'est pas pour toi, etc. Et puis, il est à nouveau happé par le cinéma, Demy, Benex, et cette envie d'épater son petit garçon, ça c'est assez touchant, Valentin, et de remonter sur scène pour que son petit garçon ait un souvenir de lui, certes vivant, mais aussi montant l'homme de scène, ce qu'il est d'abord et avant tout. Donc voilà, donc je pense que la politique, au contraire, l'a saisi, et qu'il s'est vu un destin politique, puisque ses amis lui disaient « tu peux vraiment être président ». Et puis Reagan était devenu président, alors pourquoi pas lui? Il l'a dit plus d'une fois. Hein. Donc au contraire, je crois qu'il a commencé, alors Catherine Allégret dit il est devenu de droite, il s'est droitisé, ce qui n'est pas faux non plus. Il était moins à gauche à la fin de sa vie qu'à ses débuts, puisqu'il disait « je suis né communiste », puisque son père était communiste. Donc je crois que la politique ne l'a jamais lâché, et que tout son destin, même ses choix de chansons, tout s'explique par la politique. Il était fasciné par la chose politique. Il parlait d'ailleurs de la chose politique. Voilà, mon interprétation, hein. Yves. Pour compléter la réponse de Vincent Josse, je vais vous lire juste 3 phrases de Costa Gavras que j'ai lues là récemment dans un livre dont je vais vous parler qui sort de l'imprimerie et qui sera le 7 octobre en librairie. Tu devrais montrer la couverture. Oui, parce qu'après les dossiers de l'écran, on va faire la grande librairie, ou apostrophe. On est plus sur apostrophe, là, au niveau de la période. C'est vrai. Il nous manque des grosses cravates, là, pour parler. Et donc, c'est... Parce que Vincent disait, je ne sais pas sous l'influence de qui il a finalement renoncé. Donc j'ai peut-être un embryon de réponse. Et Costa Gavras dit... Quand, sous l'influence de quelques personnes, Montand a envisagé d'être président, j'ai commencé à écrire un scénario avec Semprún. Avec lui, Montand parlait en profondeur de politique. Semprún savait lui expliquer les choses et lui apporter une réponse plus philosophique que d'autres n'auraient pu et su le faire. Notre but était de le faire changer d'idée, de lui montrer l'absurdité de cette décision, de le sortir de ce piège qu'instinctivement il ressentait, mais dont l'éventualité d'être candidat l'obnubilait. Il avait travaillé avec de grands cinéastes et fut invité au Kremlin ainsi qu'à la Maison-Blanche. Il avait tourné à Hollywood et connu le succès dans la chanson et le cinéma. Alors la présidence, pourquoi pas? Voilà. Donc a priori, ceux qui l'auraient un peu dissuadé, ça aurait été, d'après Costa lui-même et Semprún, et autour beaucoup de gens effectivement qui l'encourageaient, dont je parle dans le film. Tu redis Semprún d'ailleurs. Oui, Semprún, oui, c'est pas, je ne sais plus, je n'ai aucune constance. Voilà, la réponse et donc, voilà. À vous, madame. Et effectivement, il y avait plus, même à la fin, il y avait parmi les dissensions qu'il y avait entre Simone et Montand, elle disait, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Montand, mais il aurait pu le dire ailleurs que dans le Figaro Magazine. Voilà. En gros, c'était un peu Simone ça. Est restée de gauche. Et donc le livre qui sort le 7 octobre est un très beau livre, je le dis parce que Vincent et moi on témoigne dedans. C'est un livre avec beaucoup de gens qui l'ont connu et très bien. C'est un livre de Carole Amiel, écrit avec Luc Lariba. Il s'appelle Yves Montand, La force du destin, et c'est aux éditions La Martinière. Voilà. Tu fais bien François Bunel. Ah, je fais bien François Bunel. Voilà. Mais je fais bien Vincent Josse aussi. Alors, un petit mot d'une autre salle. Merci pour ces retours d'émotion. Montand et Prévert ont nourri mon premier amour. J'avais 14 ans et je n'ai pas oublié la chanson que mon amoureux me chantait. Admiratif de vos talents venant du cœur pour cet excellent documentaire. Alors moi, puisque
parliez du Figaro. Aujourd'hui, il y a une double page dans le Figaro, justement, en écho à la séance de la Cinémathèque de cette semaine, et puis en écho à tout ce qu'il va y avoir autour de Montand, donc la parution des livres, bien sûr, mais aussi la diffusion du documentaire sur France 2, donc le 13 ou le 14. Le 14 octobre, c'est ça ? Le 14 sur France 3. Jeudi 14 octobre à 21h sur France 3. Voilà. Et donc, ce que dit l'article, notamment, la question qui est posée, c'est est-ce que Montand ne serait pas en train de tomber dans l'oubli par rapport notamment aux jeunes générations. Voilà, ça fait déjà 30 ans qu'il est plus là. Et puis on écoute moins ces musiques, elles sont moins diffusées sur les radios, etc. Bien sûr que c'est vrai. C'est ce que dit l'article. Hein. Oui. Donc c'est la question que je vous pose, c'est est-ce qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train de Mais comme partir. tout interprète, c'est un interprète, Montand. C'est pas un auteur, c'est pas un compositeur, c'est un interprète. Donc un interprète. Edith Piaf aussi, par exemple. Bien sûr, mais est-ce qu'on entend encore si souvent Piaf que ça ? On sait qu'elle a existé, mais est-ce qu'on l'entend à la radio ? Pas plus que Montand, pas plus que Serge Reggiani. Est-ce que dans 20 ans, même aujourd'hui, est-ce qu'on entend encore Gréco ? Les interprètes s'éteignent. Et alors c'est triste, mais on les garde au cœur. La preuve, on fait des films et nous, on sert à ça, j'allais dire entre guillemets, journaliste ou producteur ou auteur. On est là pour rappeler des mémoires, pour raviver des mémoires, faire briller comme ça des petites bougies, rallumer des bougies. Mais c'est normal qu'un interprète s'éteigne et que d'autres arrivent, c'est la vie. Et ça, les artistes ont du mal à l'accepter, mais c'est une réalité. Donc je ne pense pas que ça touche plus. Montand, le papier n'est pas bon hein, entre nous. Il passe son temps à dire que Catherine Allégret et Carole Amiel se détestent, ce qui n'est pas faux, et que c'est à cause de cette querelle d'héritiers qu'on ne parle plus de Montand. Mais non, c'est tout simplement que la vie est comme ça et qu'on oublie. Voilà. Je vais chanter Les Feuilles mortes. Mais ça ne me semble pas dramatique en même temps. Mais il y a comme ça des auteurs et des occasions qui permettent de se souvenir qu'il y a eu un admirable artiste, chanteur, engagé, qui nous a fait aussi découvrir les poètes. Moi, je suis venu à la poésie, j'adore la poésie parce que Montand m'a fait découvrir Prévert, Apollinaire, et pas seulement. Je lui dois beaucoup, donc voilà, c'est aussi pour ça que je lui rends hommage à travers ce film d'Yves. Mais c'est normal qu'un interprète s'éteigne, pour moi que la mémoire d'un interprète s'éteigne progressivement. Est-ce que tu me trouves trop négatif, défaitiste ou dépressif ? Non, pas dépressif. Non, mais je pense que... Ou alors tu as une explication à la... Non, je pense pas que ça s'est disparition de tant Montand. que ça, et puis je pense qu'il disparaît pas complètement parce que longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Mais on l'entend plus. Et même on l'entend quand même. Enfin, certes, c'est pas chanson perdue ou la chanson que tu ne connaissais pas et on l'entend pas trop, mais il reste. Il reste non. Il reste. Chante-la moi alors. Il reste les feuilles mortes, il reste la bicyclette, il reste. J'ai une photo. Le chant des partisans. Je me permets de te couper. Après, je me tais. J'ai une photo dans mon bureau que les gens de l'INA, qui à l'époque travaillaient à Radio France, maintenant ils sont plus loin, m'ont gentiment fait tirer. Donc j'ai une grande photo où on voit José Arthur en 68 dans le hall parce qu'il y a des manifs de la maison de la radio, donc il ne peut pas faire son émission, le Pop Club, en studio. Donc il fait une émission improvisée comme ça, avec un peu d'alcool, parce qu'à l'époque on avait le droit de servir de l'alcool pendant les émissions. C'était le bon temps. Et il est avec Signoret, Pierre Perret, Reggiani et Montand. Et ils sont là tous les quatre avec José Arthur en train de se marrer. Ils ont tous une cravate, les mecs. Et je sais, c'est toi qui l'as prise, la photo. et quand les stagiaires viennent dans mon bureau, je dis c'est qui ? C'est toujours un test. C'est qui là sur la photo ? Et les moins de 30 ans ne connaissent personne. José Arthur, pas du tout. Perret, personne. Signoret, personne. Montand, personne. Et Reggiani, personne. Donc la mémoire, c'est ma grande théorie, la mémoire des artistes s'efface. Et des interprètes encore plus. Oui, oui. Oula. Je pense qu'il y en a quand même... Où l'éducation artistique est un peu moins après, entretenue. C'est une histoire de transmission. Et puis, je pense que ça dépend ce qu'on écoute à la maison. Il y en a qui restent plus que d'autres, mais il y en a qui n'ont pas été connus de leur vivant et qui le sont après leur mort, comme Bobby Lapointe, par exemple. Bobby Lapointe, je pense qu'ici, vous serez d'accord avec moi, je ne suis pas le seul à avoir des neveux... Non, c'est pas un interprète, mais malgré tout, Piaf, Brel, Barbara, il y a de grandes expositions à Piaf Paris. a écrit des chansons ? Oui, elle en a écrite. Ouais. Une pour Montand ? Oui, c'est vrai. La vie en rose, mais c'est la question de la destinée, c'est complexe, mais c'est vrai, tu as raison, et ça nous a même fait le coup, on en parlait à table avec François Aimé
tout à l'heure. Ça nous a fait le coup également pour Gabin. C'est que quand on avait, par exemple, en salle de montage un stagiaire et qui ne savait pas trop qui était Jean Gabin ou Yves Montand, les deux nous disaient « Ah, mais oui, mais c'est lui qui a tourné avec Louis de Funès. » Voilà. Donc ça nous a fait le coup et pour un très 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 mauvais film de Gabin qui s'appelle Le Tatoué, et souvent la réflexion de on reconnaît Yves Montand parce qu'il joue Blas dans La Folie des Grandeurs avec. Donc c'est la comédie qui fait qu'on se souvient des artistes. C'est la comédie, ouais, la comédie Louis de Funès est resté un petit peu. C'est un phénomène, Louis de Funès. Inoxydable, voilà. Et pourtant, il n'a pas joué que dans des bons films. Même, est-ce qu'il a joué dans un bon film à part avec Yves Montand, évidemment. Ouais. Alors, un grand merci à tous les deux. Non, merci à vous. Hein. Un grand merci. Bonne chance pour la diffusion et pour la suite, les émissions sur France Inter. Et puis, il y a encore d'autres films en prévision pour Yves, un film sur Trintignant notamment qui ne saurait tarder. Avec Lucie Carriès comme réalisatrice. Avec Lucie Carriès comme réalisatrice. Il change de casquette. Voilà. Inversion de casquette, co-auteur avec une réalisatrice. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Et à très bientôt.